Bonjour à tous. Bon, dans le cadre de ce e-congrès, eh bien, on a un invité de marque, donc Olivier Véran, qui devait venir aux rencontres de l'USPO qui étaient programmées fin janvier. Comme on a transformé ces rencontres en e-congrès, eh bien, il a tenu son engagement et il a voulu vous présenter sa vision, comment il a, lui, vu la profession se mobiliser pendant l'année 2020 et le début de l'année 2021, comment il compte nous associer à toute cette stratégie à la fois contre la Covid, mais également la stratégie, bien évidemment, de l'organisation du système de santé. Et puis, en suivant, vous aurez la table ronde avec deux invités de marque, Corinne Imbert, qui est sénatrice, pharmacien, qui est installée en Charente-Maritime et qui est rapporteur de la branche maladie du PLFSS au Sénat, donc un poste extrêmement stratégique, et puis qui nous a beaucoup aidé pour convaincre de faire marche arrière au gouvernement sur la loi ASAP qui allait déréguler toute la pharmacie et carrément faire de la pharmacie un système ubérisé ou amazonisé, on le dit comme on le veut, mais c'était ça qui était derrière cette loi ASAP. Et donc, elle a bien contribué à expliquer au pouvoir public qu'il ne fallait pas banaliser les médicaments. Et puis, l'autre invité, Thomas Meignet, qui est médecin urgentiste, député de Charente, qui est également rapporteur du PLFSS à l'Assemblée nationale, qui a rédigé un rapport en 2018 sur les soins non programmés, le premier recours, et qui a fait des propositions de protocoles de soins, et notamment le fameux protocole contre la cystite, qui a fait beaucoup débat, mais qui est plein de bon sens si on veut aider à désengorger les urgences et à éviter que les médecins qui sont très débordés dans leurs cabinets médicaux soient obligés de prendre des personnes en plus de leur rendez-vous, ce qui désorganise complètement leur journée. Donc voilà, une journée riche avec Olivier Véran et deux élus, sénatrices et un député, qui sont à des postes stratégiques aujourd'hui et avec qui on travaille régulièrement. Et donc, je vous souhaite une bonne conférence avec ces invités de marque et à très bientôt. Mesdames, Messieurs les pharmaciens, chers tous, je suis très heureux de vous adresser ce message à l'amorce d'un congrès qui se déroule cette année, crise sanitaire oblige, dans des conditions très particulières. L'heure n'est pas au bilan, parce que nous sommes plus que jamais dans l'action face à l'épidémie, mais il n'est pas interdit de faire un pas de côté et de nous retourner sur l'année écoulée. Dans cet exercice, nous pourrions vite aligner les superlatifs, être pris de vertige, tant ce que nous avons affronté ensemble est historique. À chaque instant, j'ai pu compter sur vous, sur votre réactivité, sur votre connaissance du terrain, sur votre engagement au service de la santé des Français. Les pharmaciens d'officine ont répondu présent et face à l'impensable, ils ont permis de tenir bon. Je vous dis donc un très grand, un immense merci. Je ne vais pas faire une liste à la Prévert des étapes pour lesquelles les pharmaciens ont joué un rôle déterminant, mais je ne peux pas ne pas évoquer la distribution des masques pour protéger les autres professionnels de santé d'abord, puis les patients. Je pense également à cette révolution quotidienne des gestes barrières, avec un travail essentiel de pédagogie auprès de nos concitoyens. Je pense aussi évidemment à la continuité des soins, un enjeu majeur avec le renouvellement des ordonnances pour les patients chroniques. Vous avez dû faire face et absorber la hausse de 20% de la vaccination antigrippale en assurant une priorisation des vaccins. Vous avez contribué de manière décisive à la mise en œuvre du dépistage avec les tests antigéniques permettant à la France d'être en tête des pays qui dépistent le plus. Les dispositifs de dépistage, y compris devant vos officines, resteront une image très forte. Une image qui aura demain sa place dans les livres d'histoire. Que de défis relevés avec succès par les pharmaciens et que de défis encore devant nous. La vaccination contre la Covid a commencé début janvier. La première phase de la campagne a pu s'appuyer sur le réseau pharmaceutique robuste, de bout en bout de la chaîne, pour l'approvisionnement en doses des établissements hospitaliers comme des EHPAD. Les pharmaciens seront à nouveau en première ligne dans les semaines qui viennent, avec la phase ambulatoire pour collaborer d'abord avec les médecins traitants des patients, et dès que cela sera possible, très vite, pour vacciner la grande majorité de la population, et ce avant l'été.
La dispensation des vaccins aux professionnels de santé comme aux patients montre une fois encore la valeur inestimable du réseau pharmaceutique comme acteur de l'interprofessionnalité et porte d'entrée d'accès aux soins primaires. Si la lutte contre l'épidémie a concentré l'essentiel de nos efforts ces derniers mois, nous devons également continuer d'avancer sur d'autres sujets. Je pense en particulier à la prévention. C'était un engagement fort du ministère des Solidarités et de la Santé et les pharmaciens, par leur proximité, par leur relation de confiance qu'ils savent tisser avec leurs patients, ont un rôle essentiel à jouer dans ce virage préventif. Je compte aussi sur la force du réseau pharmaceutique pour participer au maillage des CPTS et des équipes de soins primaires. Les pharmaciens savent jouer collectif. Et si la crise sanitaire a bousculé un certain nombre de dogmes, elle n'a pas rendu caduque le besoin d'une meilleure coordination entre les professionnels de santé. Les pharmaciens sont déjà et seront encore davantage demain au cœur de ce système de soins moderne qui privilégie le parcours à l'acte et qui fait tomber les murs parce que notre système de santé a besoin de tout sauf de petites guerres de chapelle qui ne font à la fin que des perdants. Mesdames, Messieurs, les pharmaciens, en ville comme à l'hôpital, sont une force sur laquelle j'ai pu compter depuis le premier jour. J'ai encore besoin de votre énergie, vous pouvez compter sur la mienne. Je vous souhaite des échanges riches, constructifs et je vous souhaite un excellent congrès. Bonjour à tous. Donc, deux invités prestigieux, rapporteurs tous les deux. Donc, Corinne Imbert, qui est sénatrice et rapporteure dans tout le champ de la santé et de la protection sociale au Sénat. Et puis, qui est donc en Charente-Maritime, attention, il faut que je fasse attention, Charente-Maritime, et donc Thomas Mesnier, député, donc aussi rapporteur sur tout ce qui concerne le travail de la santé et la protection sociale, et qui est député en Charente. Donc merci de consacrer du temps à ce débat et à échanger avec les pharmaciens. Alors moi j'avais envie de vous poser comme première question, voilà, on a fait une grosse réforme du métier de pharmacien, on s'est repositionné à la fois sur le métier lui-même avec la diversification du métier, l'accompagnement des patients. Et également, on a changé de modèle économique puisque on s'est éloigné de la marge commerciale et donc du côté commerçant pour aller plus vers le côté professionnel de santé, proche du patient. Quel est votre regard par rapport à cette réforme, à la fois comme professionnel de santé, mais surtout comme élu? Qui c'est qui veut démarrer? Thomas, si tu veux, vas-y. N'importe, je peux démarrer tout d'abord. Merci Gilles de nous avoir invités à participer à ce congrès. Hein. C'est une marque de confiance et je voudrais, avant de répondre directement à la question, saluer le très bon travail que nous faisons en tant que parlementaires avec l'USPO sur chaque texte santé à l'occasion des débats autour de la loi de financement de la sécurité sociale, y compris sur le fameux projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, où on avait eu les uns et les autres la surprise de voir que la pharmacie était concernée par ce texte, comme quoi les parlementaires doivent toujours être vigilants, puisqu'on dit toujours que le diable se cache dans les détails et parfois dans certains textes. Donc, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, je voulais remercier l'USPO de l'attention qu'il avait, de la qualité du travail que nous conduisions ensemble. Alors, je suis à la fois professionnel de santé, vous l'avez rappelé, cher président, et parlementaire. Et évidemment, les nombreuses évolutions que nous avons et que nous connaissons sont positives pour le métier de pharmacien et elles contribuent grandement à améliorer, à changer le regard que nos concitoyens ont sur le pharmacien. Je trouve que ça a redonné une image positive du pharmacien. Souvenez-vous, il y a encore quelques dizaines d'années, l'image que certains avaient, y compris d'autres professionnels de santé, sur le pharmacien et sur leur équipe. Et aujourd'hui, tout le travail qui a été fait
au sein de la pharmacie en général, à contribuer à améliorer le regard sur le métier de pharmacien et sur le travail de leur équipe qui travaille au quotidien. Donc, bien sûr, saluer cette évolution qui replace le pharmacien au cœur du système de santé. Je crois que c'était important. Évidemment, ça a été mis en exergue avec cette pandémie, puisqu'on voit bien combien les pharmacies ont permis la continuité des soins, combien les pharmaciens et leurs équipes ont été des acteurs. Évidemment, aux côtés des médecins, et notamment des médecins généralistes, qui restent la pierre angulaire de notre système de santé. Mais c'est ensemble que nous avons permis cette continuité des soins et cette évolution du métier de pharmacien. À titre personnel, en tant que pharmacien d'officine, je la salue, et en tant que parlementaire, j'essaye de l'accompagner au mieux que je puisse au fil des textes, parce que c'est une vraie reconnaissance qui s'est méritée et qui s'est méritée par la profession, par l'évolution qu'elle a accepté de faire, l'évolution du métier, et qui est, je pense, reconnue aujourd'hui des gouvernements, du ministère, et qui est à saluer. Thomas, quel est votre regard? Alors, vous n'êtes pas pharmacien, vous êtes médecin urgentiste, et je dirais que voilà, c'est intéressant, et je sais que vous avez beaucoup porté pour faire évoluer aussi ce métier de pharmacien à travers des projets de loi qui n'étaient pas faciles à défendre. Et on va continuer. Non, d'abord, je vais, comme Madame la sénatrice, vous saluer et vous remercier pour cette invitation. Je regrette un peu comme vous qu'on puisse pas se retrouver en salle Larocque comme habituellement, parce que finalement j'ai pris l'habitude de venir vous voir en début d'année et parler de pharmacie et de transformation de notre système de santé. Non, on a beaucoup travaillé depuis 3 ans, toujours très étroitement avec l'USPO. On n'a pas toujours été exactement d'accord, mais on a toujours trouvé des voies de passage, et je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'on doit avancer. Je me rappelle de la missive lancée sur le projet de loi justement ASAP l'année dernière, qui en avait surpris plus d'un. En tout cas, j'en étais. Donc je me méfie d'une nouvelle missive cette année. Non, pour plus sérieusement, je crois qu'on ne peut que saluer l'évolution du métier de pharmacien qui arrive depuis plusieurs années, mais qui s'accélère ces derniers temps. Je crois qu'on essaie autant que possible de l'accompagner et de le pousser dans le bon sens. Le pharmacien est un professionnel de santé, du quotidien, du premier recours. On parle beaucoup en ce moment de maillage du territoire pour les centres de vaccination pour assurer l'accès à la vaccination au Covid, mais le pharmacien, au-delà de ça, assure un maillage absolument fantastique du territoire partout à travers ces milliers d'officines. Je crois qu'il faut être absolument vigilant d'ailleurs sur le maintien de ce bon maillage, de cet accès des Français à vos officines. Alors, on aura l'occasion d'en parler, mais je crois que toutes les missions qui sont arrivées progressivement, notamment en termes de prévention, avec les dépistages, avec la vaccination, on l'a vu en début de quinquennat, mais on en parle encore plus, et je m'en réjouis, dans l'actualité Covid. Et puis d'autres choses qu'on peine encore à voir sur le terrain, mais qui, de fait des évolutions législatives qu'on a impulsées et des textes réglementaires qui arrivent, même si tout a pris du retard avec la crise sanitaire, notamment les protocoles, la dispensation sous protocole et d'autres protocoles qui pourraient arriver avec la proposition de loi Ségur qui est en cours de navette entre l'Assemblée et le Sénat. Je crois qu'on va continuer dans cette direction-là, et on ne peut que le saluer parce que on a besoin de l'engagement de toutes et tous, et les pharmaciens sont vraiment partie prenante, aussi bien dans le soin du quotidien que pour monter les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, dont on a grand besoin à l'avenir. Alors, peut-être avant d'aller sur l'interprofessionnalité, peut-être 2 moments d'actualité. Bon, on nous a confié des tests antigéniques. Et c'est vrai que bon, nos confrères biologistes étaient un petit peu encombrés et un peu à saturation, et donc c'était un manque pour la stratégie de lutte contre la Covid. Et on nous a posé la question, est-ce que vous êtes prêts
à engager la profession à faire ces tests avec un prélèvement qui était nouveau. Hein. C'est un geste qu'on ne connaissait pas en pharmacie, un prélèvement nasopharyngé. Et on a immédiatement dit au ministère que nous y étions favorables et que nous allions mettre les moyens pour mobiliser la profession. On en est à 10 500 pharmacies en 2 mois qui le font, puisqu'on a démarré juste en novembre, donc 2 mois et demi à peu près. Donc plus de la moitié des pharmaciens font des tests antigéniques. Et on voit que ça a permis d'être efficace pour casser les chaînes de contamination le plus vite possible. Et ça continue, puisque les tests antigéniques sont efficaces contre le variant anglais, permettent de le dépister. Bien sûr, derrière, il faut faire une recherche du génome pour être sûr que c'est le variant anglais, mais le test antigénique reste quelque chose d'efficace pour attraper des positifs, y compris des asymptomatiques. Et l'autre point d'actualité, c'est également la vaccination contre la Covid, où la HAS a donné un avis favorable au vaccin AstraZeneca et la possibilité pour le pharmacien de vacciner. Bon, on entend la décision du ministre, mais je pense qu'elle ira dans le même sens que la haute autorité, puisque on en a déjà parlé, et je pense que c'est ça qui peut être efficace. C'est-à-dire que si on met tous les acteurs ensemble pour vacciner, le médecin dans son cabinet, l'infirmière et le pharmacien à la pharmacie, on rend la vaccination plus simple. C'est ensemble qu'on gagne la partie. Alors, sur ces 2 points, test antigénique et vaccination Covid, comment, voilà, le positionnement du pharmacien, est-ce qu'on a été efficace pour vous, votre regard, et est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin sur les vaccins ARN aussi pour qu'on puisse vacciner, ou on reste que sur l'AstraZeneca? Quelle est votre perception? Je crois que vous avez été très convaincant auprès du ministre, et les pharmaciens ont été aussi très convaincants quand ils ont montré cette force, cette capacité, j'allais dire cette force de frappe qu'ils représentaient. Les pharmacies constituent une vraie colonne vertébrale en termes d'aménagement du territoire national. À 10 minutes, un quart d'heure de chez vous, vous avez une pharmacie. Gilles, vous l'avez rappelé, plus d'un pharmacien sur 2 s'est investi pour pratiquer les tests antigéniques, ce qui a permis d'avoir une vision au jour le jour de l'évolution de la pandémie, et ça a aussi permis d'éviter des contaminations. Donc ça a été un point important dans la maîtrise de cette pandémie, même si on voit que encore chaque jour il y a de nouvelles personnes qui sont positives au Covid, mais néanmoins, et notamment même si tous les EHPAD prenaient d'énormes précautions pour préserver les résidents qu'ils avaient, vous avez dans certaines communes, quand il y a une pharmacie et un EHPAD, les personnes qui venaient d'abord à la pharmacie pour aller se faire tester avant d'aller rendre visite à leur aîné. Donc vraiment, on sent bien tout l'intérêt, notamment, je cite cet exemple, il y a d'autres exemples évidemment, mais c'est très concret et ça parle à tout le monde. Quant au vaccin, la reconnaissance, et le ministre, puisque je l'ai interrogé la semaine dernière aux questions d'actualité au gouvernement, justement sur l'anticipation, il fallait que vaccination rime avec anticipation et j'allais dire avec bon sens aussi, entre 800 et 900 centres de vaccination et plus de 21 000 officines. Alors, toutes ne vaccinent pas, mais il y a quand même énormément d'officines qui vaccinent, eh bien, on se rapprochait de nos concitoyens, ça permettait un accès à la vaccination. Évidemment, le point essentiel était d'avoir le vaccin. Bon, voilà, les choses évoluent, l'AstraZeneca arrive, la position de la Haute Autorité de Santé est un signe fort envoyé vers la profession de pharmacien. Et moi, je me réjouis que les pharmaciens puissent être acteurs, encore une fois, aux côtés des médecins, aux côtés des infirmières. Vous l'avez dit, c'est tous ensemble que vous pourrez réussir, et je vais dire que nous pourrons réussir ce défi. Les pharmaciens, aux côtés des médecins, aux côtés des infirmières, il suffit de regarder la vaccination contre la grippe. En peu de temps, le nombre, c'est quoi? Plus de 10 millions de personnes qui ont été vaccinées en 1 mois et demi, à peu près. Enfin, vous me confirmerez les chiffres. En tout cas, en moins de 3 mois, si on rajoute les vaccins qu'on a reçus au mois de décembre, c'est énorme. Donc, on voit bien, en termes de santé publique, en termes de services apportés aux patients, tout l'intérêt de travailler ensemble et que les pharmaciens soient vraiment reconnus, encore une fois, comme professionnels de santé, en s'étant formés, en étant accompagnés et en ayant aussi mobilisé leur équipe pour avancer dans cette évolution de la profession. Donc, on voit bien très concrètement, j'allais dire, il y a toujours un bien pour un mal. Cette pandémie, c'est un sacré mal.
Et puis, ben, ça a permis de mettre en lumière des acteurs et les pharmaciens ont été présents, ont répondu présents au rendez-vous. Et je tiens à les féliciter par rapport à, à ce rôle qu'ils jouent et qui joueront encore demain dans l'accès à la santé pour les Français. Encore une fois, cette chance que nous avons et cet aménagement du territoire en termes d'officines, de pharmacie, c'est une chance et il faut pas qu'elle soit sacrifiée. Au contraire, il faut qu'elle soit confortée parce que ça rend service à tout le monde, y compris aux infirmières, y compris aux médecins, sans travailler en bonne intelligence pour continuer à avancer comme ça. Votre regard sur ces deux défis, tester et vacciner? En fait, j'en rajouterai un troisième, parce que vous avez parlé des tests, de la vaccination, mais en début de crise sanitaire, c'est sur les pharmaciens qu'on a compté pour distribuer les masques. Et vous avez été au rendez-vous, et ça paraissait un peu fou. Je me rappelle des compter à la main pour en faire la distribution, j'en connais quelques-uns. Et je crois que pour tout ça, il faut savoir d'abord se rappeler de ce qui s'est passé depuis un an et pas oublier, parce qu'on a tendance, une polémique en laissant passer une autre à peu près tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour. Il faut savoir regarder sur le temps long. Et depuis un an, il y a eu les masques, il y a eu les tests, il y aura, et c'est en bonne voie, très rapidement la vaccination. Et pour tout ça, je pense qu'il faut vous féliciter, vous remercier tous les pharmaciens qui ont pris largement leur part sur le territoire, parce que le défi était grand et il a été largement relevé. Alors, pour les masques, on est passé rapidement aux tests. Les tests, effectivement, on n'en parle pas assez parce que toute l'attention est portée sur la vaccination, mais on a une des stratégies de tests les plus fortes d'Europe. Elle est largement portée par nos professionnels de santé et en particulier nos pharmaciens. Il y a énormément de centres qui se sont lancés souvent en interpro, mais portés notamment par des pharmaciens qui continuent, et c'est heureux, plus ce qui se passait dans les officines. Et ça permet largement, avec tester, alerter, protéger, à casser les chaînes de contamination en France plus qu'ailleurs. Et puis sur la vaccination, je crois que de la même façon, on a eu des centres interpro qui se sont lancés pour le dépistage. Certains veulent déjà entamer leur mue pour la vaccination. Mais au-delà des centres, on a besoin des officines. Moi aussi, j'avais interrogé différents social il y a quelques semaines de ça, dans l'optique du vaccin AstraZeneca. Vous posez la question du Pfizer, je crois sincèrement qu'en termes de logistique, il est quand même assez compliqué. Je sais qu'il n'y a rien d'impossible, mais je pense que c'est, je pense, préférable de le laisser au gros centre hospitalier avec le supercongélateur qui permettra d'alimenter tout un flux, mais avec des vaccins, j'ai envie de dire, plus classique, comme le AstraZeneca, qui va arriver très rapidement. Là, pour le coup, je plaide pour qu'il puisse se faire être distribué d'abord dans toutes les officines et qu'il puisse être dispensé avec la vaccination par le pharmacien, ce qui n'empêche pas les infirmiers, les médecins de vacciner aussi. Les vieux corporatismes se réveillent toujours très très vite. Il n'est pas question que l'un empêche l'autre. Je pense que tout ça doit pouvoir se faire en bonne intelligence et que ce n'est pas pour le bien ou le moins bien d'une profession par rapport à une autre, c'est surtout pour le bien des Français. Et je crois, et moi je me réjouis de la HAS, je pense effectivement que le ministre ira dans le même sens, et je crois que c'est très très heureux comme ça, et qu'on pourra, j'espère, continuer avec d'autres vaccins qui arriveront prochainement. Merci, c'est vrai que quand on a traversé une année aussi difficile, en fait, c'est dans la tempête qu'on voit si le bateau résiste. Hein. Et le bateau de la pharmacie, il a tenu le choc. À l'épreuve du feu, hein, qu'on voit ça. Et moi, je suis, comme vous, hein, très, très, très fier hein, de cette profession et de sa capacité à être réactive, s'organiser et suivre à une vitesse très, 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 très soutenue tous les défis que nous a confiés pendant toute l'année 2020 et qui vont continuer en 2021. Je pense que voilà, c'est une profession sur qui les pouvoirs publics peuvent s'appuyer quand il y a une difficulté et aussi quand il n'y a pas de difficulté parce que voilà, il est accompagné dans le changement. Alors dans les changements, il y en a un qui anime l'USPO, c'est comment on réussit l'interprofessionnalité.
On sait que personne ne peut prendre en charge et faire seul le travail quand on a un système de santé à réorganiser, parce que voilà, les besoins de la population évoluent, la sortie hospitalière, les pathologies chroniques, toute la politique de prévention et de dépistage. Voilà, on a des chantiers énormes devant nous, des nouvelles technologies à intégrer dans nos activités. Comment on intègre ces nouveaux outils pour améliorer et permettre au métier d'évoluer. Et puis, voilà, cette interprofessionnalité, on sent qu'elle est compliquée, que c'est, on arrive à faire des CPTS, l'assurance maladie met beaucoup d'argent pour financer ces territoriales de santé. Donc c'est bien, on fait la photographie du territoire, on met en lien l'hôpital et le médico-social et les professionnels de santé. Bon, ça c'est indispensable, il faut le faire. Mais après, on rentre dans le cœur. Le cœur, c'est les protocoles de soins, l'accompagnement des patients, comment on travaille ensemble quand on s'adresse au même patient, et comment on le partage. Donc, quelle mécanique, quels outils il faut encore, ou quels moyens incitatifs il faut mettre en place pour accélérer, puisqu'on a quand même des échéances qui arrivent et on voit bien qu'on peut, même si le Covid a ralenti, bien sûr, un petit coup, même si parfois ça a accéléré, je pense qu'il a accéléré sur l'interprofessionnalité et la nécessité de travailler ensemble. Et comment encore on peut aller plus vite pour que ça devienne la norme de travailler ensemble et pas une exception? Peut-être, moi, très honnêtement, j'étais pas une grande fan des communautés professionnelles territoriales de santé, parce que je trouve toujours, hein, et notamment quand elles nous ont été présentées au départ, on évoquait des communautés professionnelles territoriales de santé qui pouvaient concerner un périmètre où il y aurait 100 000 habitants. Et alors, j'exerce dans un petit village de 700 habitants, j'essayais de me projeter sur le territoire que je connais le mieux, c'est-à-dire où j'exerce. Je me disais, mais comment on va pouvoir travailler ensemble? Enfin, il me semblait que la maille est, voilà, le périmètre était beaucoup trop grand et ne correspondait pas forcément à l'exercice que j'avais. Alors, peut-être que j'avance trop en âge et que j'étais pas mûre pour évoluer comme ça. Pour autant, il y a bien longtemps qu'on travaille à un plus petit périmètre, à une plus petite échelle, avec les autres professionnels de santé, j'allais dire, évidemment, avec les médecins du village, avec les infirmières du village, avec le kiné, etc., y compris au-delà du simple village que j'habite, avec les professionnels de santé qui sont dans un petit périmètre et qui ne se résument pas à un nombre d'habitants. C'est la proximité, c'est parce qu'on se connaît. C'est parce qu'on se connaît qu'on va travailler et qu'on va aller dans une bonne prise en charge, pour la meilleure prise en charge des patients. En tout cas, ce qui nous semble être la meilleure prise en charge des patients. Donc, bien sûr, l'interprofessionnalité, et je crois qu'elle existe depuis longtemps, sauf que on lui mettait pas de nom, on la désignait pas forcément, elle se faisait, j'allais dire, de façon un peu naturelle, certainement sans protocole évidemment, mais ça n'empêchait pas la réactivité et une bonne réponse pour le patient. Et je vais prendre un seul exemple. Il y a quelques mois, il y a peut-être un an ou deux, j'ai un des médecins du village, de mon village, qui vient me voir à la pharmacie, qui me dit, bah voilà, je suis en train d'accompagner une personne qui est en fin de vie. Qu'est-ce que tu as comme médicament qu'est-ce que tu as comme médicament pour m'aider? Et cette décision, elle s'est prise entre la famille, la patiente, l'infirmière, bien sûr le médecin évidemment, hein, et puis le pharmacien. Et voilà, il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de, mais il y avait une patiente, il y avait une réponse à apporter. Et voilà, et sans protocole, les choses se sont bien passées. C'est-à-dire que cette confiance aussi dans des acteurs qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble depuis longtemps, effectivement. Alors pour autant, j'aurais peut-être dû le dire, j'étais à l'origine à pousser pour qu'on s'organise en maison de santé pluriprofessionnelle multisite, évidemment, pour qu'on soit d'abord identifié sur un périmètre, et parce que ça formalisait un travail que nous avions ensemble depuis longtemps. Mais pas forcément à grande échelle. C'est-à-dire qu'une réponse peut-être de proximité. Alors, c'est peut-être plus facile d'avoir cette position-là qui peut paraître un peu rétrograde ou un peu passé avant-gardiste, je ne sais pas comment vous pouvez le qualifier, sur un territoire très rural, que quand on est en ville avec un hôpital à proximité, où les choses peuvent être évidemment différentes et on est sur un bassin de population différent. C'est pour ça qu'il faut avoir cette capacité et peut-être laisser
de faire confiance aux professionnels de santé qui sont sur un secteur, de leur permettre de s'organiser, de leur donner quelques clés, mais de leur permettre de s'organiser pour avoir la meilleure réponse à leurs patients, parce que c'est ça l'intérêt, qu'on apporte la meilleure réponse possible aux patients. Moi, je suis pas une grande fan des protocoles, je suis pas une grande fan d'une suradministration, mais évidemment, il faut un cadre, évidemment, il faut des clés, évidemment, il faut, j'allais dire, une sorte de checklist, voilà, mais pas de suradministrer les choses, parce qu'on voit bien qu'il y a des professionnels de santé qui, dès qu'ils sentent qu'on leur met un peu plus d'administration, au contraire, ça peut être le poussoir. Donc, plutôt, effectivement, accompagner les professionnels de santé qu'accompagner les structures, encore une fois, pour permettre la meilleure réponse aux patients, parce que c'est ça l'idéal quand même, il ne faut pas le perdre de vue. Me semble-t-il, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est peut-être une critique que j'avais apportée à la loi santé de Madame Buzyn, parce que tout ne se résume pas à CPTS, MSP, quoi. Mais on ne règle pas les problèmes de la prise en charge des patients que par ces simples formules. Même s'il peut y avoir de la cohérence, évidemment. Monsieur le député? Je dirais pas que quand on s'occupe des structures, on s'occupe pas des professionnels, parce qu'en fait, je pense que tout ça est un tout. Et en réalité, bon, ça suit le sens de l'histoire. Je crois qu'il faut effectivement laisser la plus grande souplesse aux professionnels pour s'adapter au terrain. Je pense effectivement que c'est complètement différent quand on est dans une commune de 700 habitants que quand on est à Paris ou dans une métropole, une grosse ville. C'est pour ça que la maille finalement de ces PTS peut être très différente d'un territoire à l'autre. Et je pense que une maille petite à 20 000 habitants sur un territoire un peu plus étendu, parce que très rural, je pense que ça a tout son sens. Si on devait faire des CPTS à 100 000 habitants, un département comme la Charente, il y en aurait à peine 3, ça n'irait pas. Je pense qu'il faut plutôt regarder sur des territoires ruraux la maille des intercommunalités, qui d'ailleurs vont servir, vu que les CPTS sont là pour le soin non programmé, de territoire de garde, pour être en lien avec le service d'accès aux soins, le SAS, qui m'est cher. Je pense qu'on a besoin d'un cadre, que ce soit l'équipe de soins primaires, la MSP, les CPTS, tout ça n'est pas... tout ça est complémentaire, je crois. Après, libre à chacun de s'organiser en son sein de la sorte. Mais pour autant, je pense qu'il est assez important d'avoir le même cadre partout pour justement avoir une lisibilité pour les patients quand on bouge, quand on se déplace, mais aussi pour avoir un accompagnement égal où qu'on soit pour les professionnels de santé. Et on voit bien d'ailleurs que il y a un certain nombre de financements qui vont plus être simplement aux professionnels de santé, mais à l'équipe. Et je crois vraiment que c'est heureux parce que quand bien même des choses se font sans association MSP, CPTS, on voit bien quand même que dans certains territoires, ça bloque et donc il faut passer par ces organisations-là. Alors certes, ça nécessite un peu d'administratif au début, parfois demandé par les professionnels eux-mêmes. Il faut quand même le rappeler. Mais je crois qu'on a tout à y gagner et que ça va accompagner un mouvement de fond, notamment dans la mise en place de nouveaux moyens numériques, de nouvelles pratiques en interpro qui seront au bénéfice du patient. Alors j'entends bien l'idée de équipe centrée sur le patient. Ça, finalement, ça peut être l'équipe de soins primaires. Mais je crois vraiment qu'un cadre territorial avec la CPTS ne peut être que bénéfique à chacun, que ce soit les professionnels et les patients, et aussi au lien ville-hôpital. Moi, j'ai des exemples de CPTS qui se mettent en lien avec l'hôpital, le GHT, et finalement, il va y avoir un représentant de l'hôpital dans le conseil d'administration de la CPTS, et vice-versa. Et là, on est au cœur, enfin, de faire du lien ville-hôpital, dont on parle beaucoup, et que jusque-là, on n'avait pas vu. Alors, c'est vrai, pour avoir initié le CPTS, bon, c'est pas facile, ça prend du temps, il faut beaucoup d'énergie pour rassembler du monde, mais c'est vrai que le fait d'avoir une photographie du territoire, de la population du territoire, de l'offre de santé du territoire, d'associer dans la même réflexion l'hôpital et le médico-social, les personnes avec qui on
on parle ponctuellement, mais où on n'a pas une stratégie commune pour répondre aux besoins des patients, est intéressant. Mais très rapidement, je me suis aperçu d'une chose, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'est on a un patient compliqué, comment l'infirmier, le pharmacien, le médecin, l'hôpital fait le job, ce que disait tout à l'heure Corinne Imbert, c'est comment on fait le job pour prendre en charge et faire en sorte que du mieux possible, sans trop consommer de temps, parce que sinon on n'y arrive pas. Et ça, la CPTS ne le permet pas. Et donc, c'est après la maison de santé pluriprofessionnelle ou l'équipe de soins primaires qui permet de dire, voilà, quand on confronte un patient en commun, comment on peut gérer. Sauf que les ESP, c'est une autre association que l'on crée à côté de l'association communauté professionnelle de santé. Et donc, il faut refaire voilà, des statuts, un règlement intérieur, des trésoriers, des trucs, etc. Pourquoi, en fin de compte? Pour avoir une patientèle de médecins, et un médecin qui rentre pas dans l'équipe de soins primaires, sa patientèle n'y rentre pas. Donc on voit bien qu'on ne peut pas travailler comme ça. Et que il me paraît plus intéressant de dire on met en place des stratégies de prise en charge coordonnée de patients. Chaque fois qu'on est confronté à un patient qui est en commun, c'est le patient qui est en commun, c'est lui qui déclenche la coordination des soins. Et pas le fait d'avoir créé une structure qui permet de déclencher la coordination. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Et aussi des flux financiers. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le député, les flux financiers, c'est de dire ah, ça va la structure. Alors si ça va la structure, après il faut le répartir. Alors qui c'est qui le répartit? Sur quels critères? Et là, ça commence à discuter, et en général, c'est pas terrible, quoi. Donc il vaut mieux que ça aille. Si vous travaillez de cette manière, eh bien votre acte, votre rémunération sera différente que si vous travaillez de façon isolée. Et au moins tout le monde sait et est incité à travailler de façon coordonnée. Je pense qu'il doit y avoir dans le Ségur, il y a eu cette débat qui a commencé, mais je pense qu'il faut vraiment aller un petit peu plus loin et ça permettra certainement d'accélérer la coordination. Alors, où c'est qu'on en est du Ségur, de la navette, tout ça Mais si je peux dire, je pense que tout ça peut très bien se faire dans la CPTS et je pense que c'est justement parce que les professionnels se seront organisés dans la CPTS qui pourront avoir une marche à suivre, j'ai envie de dire des filières de soins pour les patients plus compliqués. Parce que s'il y a un patient diabétique un peu compliqué, probablement qu'il y en aura un autre diabétique qui sera tout autant compliqué et que ce qu'aura été mis en œuvre pour l'un pourra être reproduit tout ou partie pour le second. Et justement, enfin moi je crois vraiment que ces CPTS, en dehors du fait de mettre les gens vraiment en réseau et de créer un moment, un espace d'échange, ça va permettre de développer des politiques sur le soin non programmé, de développer des choses en termes de prévention, mais aussi en termes de filière de soins. Et justement, ça permettra de s'adapter en fonction des problématiques du territoire. Dans certains, il y a plus de diabète, dans certains, il y a plus de pathologies respiratoires, de pathologies ou que sais-je. Et je crois qu'il faut qu'on puisse avancer de cette façon-là. La question du financement se posera, c'est sûr. Quand on parle des protocoles, moi je pense que ça ne doit pas forcément aller à la structure, mais aux professionnels en question qui s'en occupent. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple des protocoles sur les cystites, je pense que quand on arrivera au financement de façon globale, il faut une partie pour le pharmacien, il faut une partie pour le médecin traitant qui assurera le suivi du patient. Ça, pour le coup, ça peut se faire au sein de la CPTS sans que le financement arrive à la CPTS. Ça peut arriver aux professionnels de santé. Mais tout ça est en train de se construire. Je pense d'ailleurs que la crise sanitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, est un formidable accélérateur en termes de CPTS. Il y en avait déjà quelques centaines qui étaient qui étaient montées ou en train d'être montées. Il y en a certaines ont été mises à l'arrêt par la crise sanitaire, mais d'autres, il y a des embryons de CPTS un peu partout, avec les centres de dépistage, les centres de vaccination, avec des organisations un peu montées de briquet de broc au début pour justement répondre aux besoins. Et ça va nous permettre d'ici 1 an, 2 ans, de couvrir, je l'espère, tout le territoire et de développer ce genre de prise en charge ensuite. Pour moi, c'est le sens de l'histoire. Mais c'est vrai que aussi ça permet de rendre les territoires attractifs pour que les jeunes s'installent. Parce que si on travaille de façon coordonnée, de façon facilitée,
qu'on partage des informations, c'est sûr que ça attire les jeunes médecins qui viennent s'installer. Ils préfèrent un territoire où les gens se parlent et travaillent ensemble qu'un territoire où on travaille à l'ancienne. Un élément important, l'activité du territoire. Mais oui, Corinne pardon, qui expliquait tout à l'heure les protocoles. Je sais que vous avez initié et vous avez eu beaucoup de courage parce que parler de cystite, en tant qu'un pharmacien pouvait délivrer un antibiotique à condition de pouvoir vérifier, poser 3 questions avec un arbre de décision, mais dépanner la personne, parce que de toute manière, si elle allait aux urgences à l'hôpital, elle aurait eu sa faute de médecine, donc pas réfléchir pour accélérer tout en gardant la sécurité. Voilà, ça c'est le quotidien. Et Corinne Imbert le sait, elle est confrontée à ces demandes de samedi après-midi, et il faut apporter une réponse, comme une douleur dentaire, où voilà, on sait très bien que de toute manière, c'est un antalgique de niveau 2 et un antibiotique pour traiter cet abcès, parce qu'il faut attendre que ça est diminué. Donc comment on fait pour apporter cette réponse et puis d'autres pathologies aussi. Alors, moi, c'est ça qui m'a mis d'accélérer en disant, mais tous ceux qui freinent ça, eh bien, il faut les empêcher de freiner. Aujourd'hui, on a des freins en disant, non, non, il faut attendre, il faut pas encore, attention. Comment on fait au niveau à la fois de la loi, au niveau réglementaire, au niveau de l'incitation pour dire non, vous ne pouvez plus ralentir, il faut qu'on mette un coup d'accélérateur parce que c'est ça qui va intéresser les jeunes dans l'évolution du métier, qui leur donnera envie de s'installer, qui leur donnera envie d'exercer leur appris à la plaque. Comment on fait pour mettre un coup d'accélérateur? Ça va trop lentement. Tout à l'heure, quand j'étais un petit peu critique par rapport au CPTS, etc., que je parlais de protocole, je ne pensais pas au protocole par rapport à des prises en charge telles que la cystite. Je pensais plutôt au protocole de construction des CPTS, de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière sur l'administration. Par contre, effectivement, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui, effectivement, d'accélérer la mise en place de protocoles sur des pathologies bien déterminées. D'abord parce que les premiers gagnants sont les patients. Et je trouve que là encore, la pandémie est une opportunité. Alors, comment sur le plan législatif on peut faire pousser dans ce sens? C'est pas la proposition de loi sur conséquences du Ségur de la santé là qui va arriver en discussion au Sénat d'ici 2 semaines, qui sera le véhicule législatif. Je pense plutôt certainement une loi de finances de la sécurité sociale, une loi de financement de la sécurité sociale peut-être. Est-ce qu'on pourra avancer dans ce sens-là? En tout cas, il faudra forcément un véhicule, mais je crois que ça sécurisera le pharmacien dans le conseil qu'il pourra apporter. Ça sera une vraie réponse en termes de soins apportés aux patients, et tout ça aura été construit en amont avec les médecins. Et je pense que quelque part, eh bien, tout le monde pourra en être satisfait, parce qu'encore une fois, le premier bénéficiaire sera le patient. D'abord parce qu'on apportera la bonne réponse thérapeutique, enfin le pharmacien apportera la bonne réponse thérapeutique, que le patient ira mieux, et que de toute façon, le médecin aura été consulté en amont. Je pense que ça, c'est un vrai plus, encore une fois, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, mais demain aussi, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir la pandémie. Il y a plus d'1 an, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, quel pharmacien n'a pas été confronté un samedi après-midi à un patient qui avait un problème d'abcès dentaire, ou une jeune dame qui avait un problème de cystite. Donc, je crois que tout le monde est de bonne volonté, tout le monde doit être de bonne volonté sur ce sujet. Donc, bon, à voir comment on pourra le faire avancer, en tout cas au Parlement. C'est un sujet que, en tout cas, je défendrai. Et Thomas, alors, c'est vous qui avez initié ces protocoles, je crois, si mes souvenirs sont bons. On a beaucoup parlé d'ailleurs à l'époque. Non, mais il a fallu passer par l'exercice coordonné pour que ça puisse être accepté par les différentes professions. On voit que les textes réglementaires, ça y est, sont complètement publiés, et donc ça va permettre de les mettre en œuvre. Alors c'est un peu délicat parce qu'on est en pleine crise Covid, et donc c'est délicat de développer des projets en parallèle à tous les niveaux. Il y a quand même
je dirais, deux éléments de réponse. Un, sur la proposition de loi qui émane du Ségur. Donc, elle est partie de l'Assemblée, on y a travaillé, elle arrive au Sénat très bientôt. Il y a les protocoles de coopération qui ont été intégrés pour donner plus de souplesse. Parce que là, quand on parle des protocoles de cystite et d'autres pathologies que j'ai tendance à appeler du quotidien, on est sur des protocoles nationaux. Là, on ouvre la porte à des protocoles plus locaux. Donc, c'est moins lisible pour la population, mais ça permet vraiment aux professionnels de santé du territoire de s'organiser entre eux. Donc ça, on va l'ouvrir. Il y a aussi dans cette proposition de loi, je l'ai porté, le service d'accès aux soins, qui là va être une réponse aux soins non programmés sur le territoire en lien avec les SAMU et la médecine hospitalière. Puis après, ça c'est pour le champ législatif, ça avance, on pousse, il faut continuer. Après, il y a tout ce qui est en dehors du Parlement. Quand on voit les discussions et les discours de vieux dinosaures, de médecins qui se lèvent devant la possibilité pour des pharmaciens de vacciner contre le Covid ou même contre la grippe, hein, on les entend aussi là-dessus, on voit bien qu'il y a des réflexions à faire encore évoluer. Je pense qu'il y a un vrai côté générationnel aussi. La jeune génération pousse très fort, dans chaque profession d'ailleurs, pour plus d'interpros. Et c'est comme ça qu'on va construire les choses progressivement. C'est un peu dur, hein, mais c'est vrai qu'entendre systématiquement des médecins s'élever contre le fait que les pharmaciens sont de vrais professionnels de santé, qu'effectivement, il y a des compétences qui se recoupent, des tâches qui se recoupent, ben oui, et c'est heureux pour le patient. Oui, voilà. C'est vrai que c'est parfois les propos sont assez surprenants et je dirais qu'en pleine crise Covid, se tromper d'objectif et d'adversaire. L'adversaire, c'est pas le pharmacien, l'adversaire, c'est la Covid. Le pharmacien, c'est plutôt l'allié, sur lequel il faut aussi compter parce que personne n'y arrivera seul. Je suis assez choqué, comme vous, de ces propos qui paraissent complètement déplacés. Il ne faut jamais se tromper d'objectif. Comme vous l'avez dit, certains ont perdu la boussole un peu, qui retrouvent un peu le nord et leur réflexe de professionnel de santé, parce qu'on a un objectif commun, c'est soigner la population et faire de la prévention et faire du dépistage. C'est ça, quand on a prêté serment. Certains l'ont un petit peu oublié. Un dernier sujet, c'est l'anniversaire du démarrage de la loi ASAP. C'était fin janvier. Là, on était ensemble à de Maroc et on a averti l'ensemble de tout le monde en disant on a quelque chose qui est en train de se tramer, qui était mélangé dans un fourre-tout à ASAP et sur lequel on déstructurait l'offre pharmaceutique. Au point de, voilà, clairement, et prix, c'est-à-dire on veut faire un Amazon de la pharmacie, donc banaliser les médicaments, faire que le pharmacien puisse être remplacé par des plateformes qui enverraient des plateformes inscrites dans le code de la santé publique. On mettait la plateforme était régie par le code du commerce et comme on inscrivait la plateforme dans le code de la santé publique, c'était le code du commerce qui prenait le pas sur le code de la santé publique. C'était un sacré mauvais coup que l'on faisait au ministère de la Santé. C'est-à-dire que le code du commerce, l'Europe régit le commerce. La santé, on a un droit de subsidiarité. Et donc, on a la spécificité de l'organisation du service en France. Donc, c'était quand même quelque chose qui était d'une violence inouïe, qui allait être derrière, qui allait permettre de dérouler une pelote pour les ultra-libéraux et ceux qui veulent déréguler le système. Donc, vous vous êtes mobilisés très rapidement. Je sais que des SMS sont partis dans la minute qui suivait pour commencer à dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et contrairement à ce qui se fait d'habitude, cette loi a commencé par le Sénat et après est allée à l'Assemblée. C'est pas la voie naturelle classique du texte, mais celui-là a commencé comme ça. Et moi, je voudrais que, voilà, votre regard, parce que d'abord vous remercier. Vous remercier parce que je sais que tous les deux, vous êtes mobilisés. Vous avez mobilisé également
l'ensemble des groupes parlementaires, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée, pour ramener un petit peu de raison, pour savoir si c'est vraiment intéressant et utile de déréguler l'offre pharmaceutique et l'organisation de la pharmacie sur le territoire. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que cette profession était un échec au point qu'il fallait tout remettre en question? Ou au contraire, est-ce qu'il fallait être très attentif à ne pas déréguler? Et ça, c'était avant le Covid. C'était avant le démarrage de tout ce qu'on a donc moi, je voulais vous remercier parce que vous avez été une redoutable efficacité avec ce qu'il fallait faire pour convaincre, arriver à rassembler tous les partis et la profession, au nom de la profession, vraiment merci et je m'en suis très reconnaissant parce que c'était pas une partie facile, parce que quand un texte est engagé comme ça, on sait que pour faire une carrière, ça va prendre un petit peu de temps et énormément d'énergie. Donc merci. Alors, est-ce que vous regrettez d'avoir fait ça avec ce qui s'est passé? À votre avis. Non, et puis d'abord, moi je voudrais remercier aussi nos collègues qui nous ont fait confiance, parce que ce soit Thomas ou moi, tout seul, on n'aurait peut-être pas pu endiguer cette tentative de déstabilisation du réseau et de la pharmacie. Donc les enjeux étaient évidemment importants, et encore une fois, vous faites bien de le rappeler, Gilles, c'était avant le début de la pandémie. Donc bien évidemment qu'on ne regrette pas, et encore une fois, moi je remercie tous les collègues sénateurs qui nous ont fait confiance et tous les députés, parce que c'est ensemble que nous avons défendu cette position, que nous avons préservé le réseau pharmaceutique dans notre pays. Et c'était un sacré enjeu, c'était au détour d'un texte, encore une fois, dont le titre était l'accélération et la simplification de l'action publique. Donc voilà, c'était quand même sacrément cavalier. Guère plus à rajouter. J'ai des souvenirs de discussions épiques dans les couloirs de l'Assemblée, parce que effectivement, ça a fait débat. Je crois que la solution retenue était la bonne, que les deux chambres du Parlement ont fait ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut s'en féliciter quand on voit, même si ça a l'air d'être il y a une éternité, parce que c'était avant le premier confinement que ça a démarré. Je crois qu'en ce temps de crise, on ne peut que s'en féliciter. Et puis se dire aussi que, outre cette disposition-là qui avait été écartée, il y avait d'autres dispositions intéressantes, malgré tout, dans la loi ASAP, notamment sur le dossier pharmaceutique, sur le DMP, qui nous ont permis, en plus d'avancer sur d'autres sujets. Donc, je crois que tout ça est au final favorable, même si effectivement il y a eu quelques heures de travail, mais c'est le jeu de la vie de tous les textes qui cheminent au Parlement. Bien, je crois que c'est l'heure, parce que il faut vous libérer, vous avez beaucoup de choses à faire. Moi, je voulais vous remercier. Vous m'entendez pas? Oui. Donc, moi, je voulais vous remercier tous les deux d'abord de l'écoute, de la qualité des échanges. Bien sûr, tout ne peut pas se faire en une seule fois, donc on y va de temps en temps, pas à pas, mais ça, c'est la vie démocratique, c'est le temps aussi des textes disponibles ou pas disponibles. Mais voilà, quelle qualité de travail avec tous les deux et sur des postes stratégiques, rapporteurs, ça c'est, voilà, je trouve très agréable de travailler avec vous sur des enjeux aussi importants que la modification du système de santé. Et on sait qu'il y a des forces contraires à la réforme et à l'évolution. Il y a plus de forces contraires souvent que de forces vives qui ont envie de faire bouger les choses. En tout cas, merci encore à tous les deux et bon courage pour cette période où le travail parlementaire ne doit pas être très simple, avec beaucoup de textes et des contraintes que l'on connaît sanitaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous et bon courage à vous aussi. Merci à vous.